Bonjour messieurs, bonjour à tous les trois. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition du AD Future of Retail et e-commerce. On va commencer par une petite introduction avec Yann de Ferrodi, donc CEO, Deputy CEO Operation et IT Groupe Rocher, mais aussi président de France Supply Chain, pour avoir justement une vision un petit peu globale du marché, du métier et comprendre où est-ce qu'on en est. Bonjour Yann. Bonjour Perle et Alors, bonjour à tous. Justement, l'association France Supply Chain représente le métier de la logistique, de la supply chain, et vous avez d'ailleurs opéré un repositionnement en septembre. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette actualité ? Ben oui, puisque initialement, on s'appelait l'ASLOG, l'Association pour la logistique et la supply chain, et vous voyez, la supply chain n'apparaissait pas dans le nom. Et donc, on a souhaité que cette association, qui regroupe 450 entreprises françaises, parmi des entreprises prestigieuses, et donc, et puis des petites entreprises aussi, des 3PL, des tiers parties logistiques, des transporteurs, et on a souhaité en fait d'abord mettre la France en tête, c'est-à-dire à travers nos processus, nos expériences et puis la singularité, et d'autre part être capable aussi de pousser le terme de supply chain, même si c'est mal connu, mal compris. Alors ces métiers, ils couvrent depuis finalement l'approvisionnement de matières premières, leur transformation en produits finis, donc la production, la planification de production, et puis ensuite le stockage, la préparation de commandes, les expéditions et les transports. Donc on voit que la supply chain, au sens de cette planification du flux et de ce pilotage, elle inclut la partie logistique au sens entreposage, préparation de commandes et transport, et elle inclut une dimension aussi qui est assez internationale. C'est pour ça que nous on a dit on parle depuis la France, mais on cherche aussi à rayonner à l'étranger avec une initiative qui s'appelle donc France Supply Chain International, avec un certain nombre de chapitres dans les divers pays. Alors on fonctionne par ce qu'on appelle des labs, donc des laboratoires qui sont finalement assez calés sur les problématiques digitales et technologies, donc l'utilisation du digital pour les opérations, pour leur planification, pour toute la conduite de la supply chain, mais aussi la technologie au sens robotisation des entrepôts. Les RH, parce que ce sont des métiers d'hommes et de femmes, et donc il s'agit d'acquérir des talents, de les développer, de continuer à les former parce que ça ne s'arrête jamais, surtout avec la technologie qui nous entoure. Bien sûr, une volonté aussi de se tourner vers les PME et les ETI, et enfin la problématique développement durable qu'on a encapsulée avec Michelin, qui est donc un grand membre de l'association, qui a en fait fondé sous une bannière Supply Chain for Good, donc la supply chain des biens pour le bien, et qui assoit la préoccupation développement durable de l'association, puisque ce que nous voulons, c'est faire de la supply chain un levier pour un monde plus durable. C'est pour nous assez essentiel. Alors effectivement, les métiers de la supply chain sont au cœur de l'actualité, que ce soit via l'explosion du e-commerce, la situation du retail, et puis bien sûr sur les sujets propres aux enjeux sanitaires. C'est aussi une belle opportunité de revaloriser ce métier qui était un peu un métier de l'ombre. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que traditionnellement on a tendance à dire que moi j'avais un de mes maîtres qui disait voilà la logistique et la supply chain, en fait c'est comme le bouchon dans le vin. Si le bouchon fait son travail, tout le monde s'exclame sur les qualités du vin, et lorsqu'il fait pas son travail, eh bien on parle plus que du bouchon et de son mauvais goût, et que nous avons plutôt tendance à être nous dans des métiers de l'ombre, c'est-à-dire que là finalement, si on parle peu de nous, ça veut dire qu'on a très bien fait notre travail. Alors, il se trouve que la crise a mis en lumière, en fait, nos métiers. Ça crée de nouvelles attentes. Ça augmente finalement aussi la responsabilité qu'on peut avoir. Et effectivement, je pense que on a vu aussi la crise a été un révélateur de la nécessaire agilité, de la résilience, de tout ça, mais aussi on a vu des choses qui étaient déjà naissantes, des trends s'amplifier,
comme par exemple l'e-commerce, avec finalement des croissances qui ont été extrêmement fortes. Il y a des entreprises dont on a vu que le trafic Internet avait été multiplié par 2, par 3, par 4, et y compris d'ailleurs des gens assez matures, dont dans le groupe Rocher, nous, on constate qu'on a eu en France, par exemple, une croissance d'environ 78% des volumes e-commerce, et pourtant, on n'était pas des nains. Et donc, ça montre à quel point les outils ont été mis à contribution, les hommes et les femmes ont été mis à contribution en termes de flexibilité, d'agilité, de trouver des solutions, et surtout, quelquefois, d'agir véritablement dans l'urgence et de répondre à la demande des clients et à satisfaire en fait la demande du business, puisque certains nombres d'entreprises avaient leurs magasins fermés. Finalement, il y a eu un déport de la demande vers une demande digitale. Effectivement, le sujet de la résilience finalement du système et de la logistique a été, je pense, un point très important ces derniers mois. Maintenant, tout le sujet, c'est aussi de pérenniser ce qui a pu être mis en place, et on va le voir également avec nos autres intervenants pour poursuivre les échanges et puis rentrer au cœur un petit peu de la machine de différentes entreprises, notamment justement avec Olivier qui est Group Logistic and Supply Chain Innovation Director de l'Occitane. Bonjour Olivier. Bonjour Perle, bonjour à tous. Et puis bien sûr Serine, Group Supply Chain and Logistic Director de Kering. Bonjour Serine. Bonjour Perle, bonjour à tous. Alors, je vous propose pour cette première question d'aborder un petit peu le sujet par la vision. On parlait en introduction de la prise en compte environnementale et Yann effectivement l'a mentionné notamment avec l'association qui s'opère sur l'ensemble des maillons de la chaîne. Logistique, packaging, approvisionnement, les entrepôts, le transport, bien sûr, qui est un vrai sujet, vous allez en parler, la livraison. Qu'est-ce que cela signifie finalement pour vos entreprises respectives d'un point de vue de la vision et de la politique qui est aussi incarnée par les dirigeants, par les différents métiers de l'entreprise? Peut-être, Olivier, est-ce qu'on peut commencer par vous? Oui, tout à fait. Alors au niveau du groupe L'Occitane, ça commence avec une ambition qui est fixée au niveau du groupe sur, je dirais, la durabilité en général, la préservation de notre environnement en général, et donc pas seulement sur l'aspect carbone. Et une fois que les ambitions ont été fixées au niveau du groupe, on les décline via une stratégie. Alors, stratégie qu'on appelait ACT en 3 niveaux, ACT pour adapter, changer et transformer. Pour illustrer un petit peu ces 3 niveaux d'action, je prends un exemple du monde de la supply chain, il y a un autre exemple plus côté produit, parce que c'est une approche qui s'adapte à tout. Donc adapter, ça va être par exemple en supply chain d'opérer la livraison du dernier kilomètre avec une solution décarbonée, typiquement livrée avec des vélos en ville. Donc voilà, c'est, je dirais, un changement certes qui a de l'impact mais qui reste assez mineur par rapport à l'ensemble de la supply chain. Si je faisais le pendant un petit peu côté produit, ce serait de dire qu'on va aller changer un emballage d'un gel douche ou d'un shampoing pour le passer sur un flacon recyclé. Après ça, changer, on va aller un petit peu plus loin quand on change, et on va réfléchir un petit peu différemment à notre façon de procéder. En supply chain, ou toujours sur l'exemple du e-commerce, ce serait la mise en place du ship from store. Expédié depuis les boutiques, ça permet de massifier le transport en amont de la boutique et donc de réduire de cette façon-là nos émissions, potentiellement de façon un peu plus significative. Le pendant côté produit, ce serait d'aller développer ce qu'on a fait par exemple des recharges qui sont plus écologiques pour nos shampoings. Donc on garde le même shampoing et puis on prend une recharge. Et l'étape suivante, c'est l'étape de transformation, alors qui est plus significative, qui est un peu plus complexe aussi et demande plus de temps pour être mise en œuvre. En supply chain, ça reviendrait à revoir finalement notre maillage logistique en prenant les dépenses de CO2 comme un critère au même titre qu'on le fait traditionnellement en regardant le lead time ou les coûts ou le niveau de service en général qu'on peut obtenir. Le pendant côté produit de cette transformation serait de dire on arrête le shampoing liquide et on passe sur un produit solide. Donc c'est un peu plus comme je disais complexe, mais aussi l'impact est sans doute plus fort.
Au-delà de cette stratégie, on décline ça évidemment en plan d'action. Donc quelques plans d'action qu'on a mis en œuvre. Typiquement, on a un projet qui s'est appelé Bye Bye Plastique, qui a consisté à supprimer le plastique de toutes nos expéditions e-commerce. L'idée étant que voilà, on veut que nos consommateurs prennent conscience de notre engagement, de l'importance de cette suppression du plastique. Donc on ne veut plus les exposer à du plastique. Ensuite, toujours sur l'aspect de l'emballage, on a une initiative qui est lancée avec Supply Chain for Good. Yann en parlait plus tôt. Donc, on est pilote sur une initiative qui va consister à définir ou redéfinir un emballage vertueux pour le e-commerce. Également, et là, on va aller au niveau plus conception, toujours sur le plastique. Sur notre dernière saison de Noël, on a économisé à peu près 40 tonnes de plastique, économisé ou évité 40 tonnes de plastique en revoyant la conception même des packs, des produits qui étaient proposés à nos clients. Autre aspect qui est important, évidemment, le transport. Donc sur le transport, on a un business model qui s'appuie sur du maritime. On va tendre vers du 100% maritime. On est déjà à 99%, mais voilà, ce pourcentage qui reste pèse encore trop dans notre bilan carbone aujourd'hui. Donc on veut tendre vers du vrai 100% et développer aussi des transports alternatifs comme par exemple le rail. Effectivement, on retrouve bien une approche assez complète, à la fois sur l'organisation, les process, mais aussi sur le produit en lui-même pour avoir une transformation qui soit pour l'ensemble de l'entreprise. Sorine, est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Comment ça se passe chez Kering? Oui, bien sûr, c'est des choses qui nous parlent beaucoup. Je vais les prendre à l'envers. Côté produit, effectivement, les marques travaillent sur le développement des produits qui soient de plus en plus faites avec des produits, des matières premières qui tiennent compte exactement plus responsables, comme le coton par exemple. Ensuite, côté logistique, effectivement, on prend en compte, on parle de l'emballage, on est en train de revoir nos emballages puisque dans l'industrie de luxe, historiquement, on met en place aussi des emballages de luxe qui sont peut-être à revoir, à alléger, à s'assurer qu'ils contiennent moins de plastique et plus de matières recyclables. La sécurité des produits, très souvent, les produits sont cerclés pour des raisons de sécurité. Et, par exemple, l'année dernière, en 2020, on a réussi à réduire le cerclage de la moitié de nos colis, ce qui nous fait épargner une bonne centaine de tonnes d'équivalent CO2 à l'année. On travaille aussi sur le mode de transport. On parle souvent, j'ai entendu Olivier parler du transport maritime. Pour moi, l'idéal, ça serait de ne pas produire et d'envoyer, quitte à envoyer très vite, donc en avion, mais juste à temps et les justes quantités. Je ne suis pas un scientifique de l'environnement, mais je suis persuadé que si on arrive à produire le juste nécessaire et au juste moment, ça pourrait être plus intéressant, en tout cas à investiguer, de faire vite et de transporter en aérien. Mais encore une fois, ça permettrait de réduire toutes les quantités les invendus. Et on sait que dans notre secteur, la quantité d'invendus est traditionnellement assez élevée. Donc, il faut qu'on réduise ça. En attendant de pouvoir réduire les invendus, il faut qu'on trouve des manières pour les recycler encore une fois, d'une manière responsable. Et ça, je crois que c'est un sujet fort pour votre président, justement, de travailler sur ces produits que vous ne pouvez pas commercialiser et comment vous réduisez ces produits qui ne sont pas commercialisés et qui, du coup, sont jetés et gaspillés. Exactement. Donc, notre actionnaire principal a fait une promesse publique très, très, très ambitieuse. Ça remonte déjà à 2 ans, je pense. Donc, on détruit plus des produits. En attendant, on cherche d'une manière assez intense une manière de le retraiter, de le recycler d'une manière plus écologique.
il est très difficile aujourd'hui de trouver des solutions industrielles. Il y a plein d'idées, il y a des solutions par-ci, par-là, mais tout ça, il faut le combiner avec les volumes, pouvoir transporter les produits. Si la solution se trouve dans un autre pays, il faut voir comment c'est des produits qui sont importés. C'est pas simple à mettre en place. Bien sûr. Mais c'est effectivement Un objectif. de nos principaux, un objectif très, très important. Très bien. Yann, justement, je crois que la question du transport aussi est un point important pour le groupe Rocher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui est mis en place de votre côté ? En fait, c'est clair que la partie aval de la chaîne, elle est très visible, elle est visible du grand public et puis elle nous préoccupe même au niveau de ce scope plus éloigné en fait de la décarbonation de la chaîne. Et donc, on a décidé de faire cela aussi à la racine, c'est-à-dire que d'inclure dans l'évaluation que font nos acheteurs de la réponse à des questions ou à des appels d'offres, on a mis un élément développement durable. Donc en fait, il y a, voilà, on a une espèce de, ils ont dessiné une marguerite, hein, puisqu'on est dans le végétal, donc dans lequel il y a un premier pétale, c'est la relation, la deuxième partie, c'est la partie coût, la troisième partie, c'est la partie cash, délai de paiement, etc. Et la quatrième, c'est le service, et puis la cinquième, c'est la partie développement durable. Et donc on a fait un grand appel d'offres l'année dernière et on a positionner d'entrée de jeu nos demandes. D'un côté, en raison de la réorganisation des transports qu'on voulait mettre en place, on cherchait clairement des objectifs de réduction de coûts. Et de l'autre côté, on voulait avoir une dimension de développement durable qui nous permette d'accroître la proportion de véhicules hybrides, d'énergie alternative, etc. Et ainsi, eh bien, cette année, en 2021, on va déployer en fait les solutions de nos différents prestataires et à peu près la moitié de nos 700 magasins français seront livrés par des moyens plus verts, hybrides, électriques. Alors justement, est-ce qu'on peut finalement allier des enjeux de développement durable, d'impact plus positif avec ceux qui sont effectivement propres à ceux du e-commerce et du retail, c'est-à-dire la rapidité de production, de livraison et puis l'optimisation des coûts? Est-ce que c'est possible ? Vraiment. Alors, moi, j'ai un président qui nous répète dans le cadre de notre mission, notre raison d'être et des ambitions de développement durable que l'on a. Il dit on veut être non pas la meilleure entreprise du monde, mais une des meilleures entreprises pour la planète. Et de ce fait, il faut pas inverser aussi non plus les termes, c'est-à-dire que on sera bon pour la planète si on est bon économiquement. Et ça commence déjà par être bon économiquement. Donc il ne doit pas y avoir trop de hiatus entre les deux, même si on sait que certaines solutions peuvent coûter un peu plus cher. Alors, on a une démarche qui vise, en termes de développement durable, systématiquement à dire il faut réduire, puis ensuite on remplace, puis on recycle, mais on commence par réduire. Ainsi, au niveau des énergies, dans une usine ou dans un entrepôt, on commence par s'intéresser à la consommation globale d'énergie et on cherche à la réduire. Et au cours, on s'attaque à l'ensemble de nos sites et par exemple au cours des 4 dernières années, sur notre plus grosse plateforme logistique, eh bien on a fait baisser la consommation de 50%. Ça a économisé plusieurs milliers de tonnes de carbone au passage. Donc en fait, on a cette espèce de communauté. Maintenant, la rapidité crée une tension, c'est clair, parce que pour aller plus vite, souvent, il faut dépenser parfois plus d'énergie, etc. Je pense que ce qui est arrivé dans le cadre des différents confinements, je trouve, a fait un peu baisser le buzz sur la rapidité, on veut tout de suite, etc. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience au niveau des clients et des clientes. Ce qui compte, en fait, c'est la fiabilité. Donc, si vous me dites que mon colis va arriver dans 48 heures ou dans 72 heures, eh ben, ce qui compte, c'est que ce soit tenu. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine largesse parce que tout le monde était confiné chez soi et ça revient de temps en temps. Eh bien, en fait, il n'y avait plus de problème en fait pour accueillir un colis en e-commerce, d'où à mon avis aussi la grosse croissance. Mais demain, ce qui restera, c'est finalement, j'aimerais bien être livré le jour où je suis chez moi et j'aimerais bien être livré dans le créneau horaire qui va me convenir.
Donc, de manière plutôt plus précise pour respecter effectivement la promesse plutôt que la rapidité à tout prix. Effectivement, ça nécessite de faire des choix et de se positionner en tant qu'acteur par rapport à ce marché avec des tensions qui sont un peu différentes. J'imagine aussi entre la Chine, les États-Unis, l'Europe. On est sur des contextes qui sont un peu différents. Alors, mettre en place une chaîne de production et de logistique responsable, c'est aussi s'intéresser effectivement au sourcing. Vous en avez parlé un petit peu. C'est quand même un gros sujet parce que j'imagine que cela a un coût, que cela a un impact à court terme, à moyen terme et puis aussi à long terme. Sorine, justement, dans l'univers du luxe, comment est-ce que vous arrivez à vous positionner sur ce sourcing, notamment par exemple sur la traçabilité, sur des produits très nobles, sur des peaux exotiques? Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous arrivez à trouver le bon compromis? Sur la part, effectivement, il y a un vrai sujet sur les peaux exotiques. On a la chance que c'est quand même bien réglementé pour la protection des animaux. Donc, les bases du processus ont été mises par la réglementation du commerce international. Maintenant, nous, il faut qu'on travaille peut-être pour communiquer plus vis-à-vis du client et donner au client l'information sur l'origine de la peau. Mais comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi sur du coton élevé d'une manière responsable. Oui. Encore une fois, il y a aussi, dans notre industrie, il y a le produit, mais il y a énormément de packaging. Donc, on revient toujours sur le packaging, le revoir, l'optimiser, optimiser la quantité de vide qu'on transporte, puisque les boîtes sont souvent, les produits, on ne fait pas des produits carrés. Donc il reste de l'espace dans les cartons. On est en train d'adopter des techniques qui sont déjà existantes depuis longtemps dans l'automobile, avec du packaging recyclable qui revient en cycle complet, des caisses, des bacs pliantes en plastique qui vont dans le magasin vide et qui reviennent soit avec des produits qu'il faut envoyer à un autre endroit, soit vide, à plat. Et voilà. Très bien. Alors, Yann, on a reçu, je crois, il y a quelques mois, le CEO de Petit Bateau, qui effectivement nous expliquait la nouvelle approche qu'ils avaient, et notamment sur le marché, par exemple, de la seconde main. Je crois que Petit Bateau est une marque assez innovante par rapport justement à l'identification de fournisseurs, au recyclage. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que c'est intégré de manière globale et peut-être au niveau groupe? D'abord, c'est vrai qu'autour de Petit Bateau, il y a une vision de la marque de faire des produits pour enfants très qualitatifs et qui donc sont extrêmement durables. Or, on sait que les enfants grandissent vite et donc des produits durables, il faut leur trouver soit une grande fratrie, soit un mécanisme pour pouvoir justement exprimer la durabilité de ce produit. Et je trouve que c'est une très belle initiative. C'est une initiative d'ailleurs du marché de la mode, donc Kering n'est pas absent. Mais effectivement, Petit Bateau joue beaucoup sur cette fibre et bien sûr vise à communiquer aussi là-dessus, à lancer son service donc de seconde main là qui va démarrer dans les semaines qui viennent. Alors il y a pas que ça, il y a aussi au niveau du groupe une nécessaire traçabilité des ingrédients. C'est ce que veulent les consommateurs. Les consommateurs veulent savoir avec quoi c'est fait, comment c'est fait et où c'est fait. Et donc on leur doit cette sécurité, on leur doit cette information. Et donc, faut commencer par la tracer, faut bâtir des filières, faut s'assurer que les produits, donc ça peut être du coton, mais ça peut être aussi les ingrédients qu'on met dans les produits cosmétiques, les plantes sont sourcées de manière effectivement éco-responsable et que on rémunère déjà les fabricants et les agriculteurs correctement et que aussi on vienne pas détruire l'environnement au passage. Donc c'est très encadré et aussi du point de vue de la supply chain, et bien effectivement comme toute entreprise française
française de taille raisonnable, on va dire plus de 5000 employés, je crois, on est soumis en fait à la loi Sapin avec une très grande vigilance qui est notre devoir au terme de la loi sur l'ensemble de la supply chain ainsi que sur les différents niveaux de profondeur des fournisseurs qui sont dans cette chaîne. Olivier, je crois que vous avez aussi un enjeu de préservation de la biodiversité qui est assez fort avec un partenariat avec EcoVadis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants ? Oui, quand on est une marque qui se base ou qui s'appuie sur la naturalité des produits, évidemment, le fait d'exploiter la nature de façon raisonnée est encore plus visible, même si finalement, quelle que soit l'industrie, on exploite la nature, évidemment. Donc, pour nous, le sourcing, effectivement, il doit être durable et responsable. Sourcing durable, ça va être typiquement justement sur cette exploitation raisonnée sur la fourniture de nos ingrédients naturels qui passe par des partenariats respectueux dans tous les sens du terme avec des exploitants, des cultivateurs que nous connaissons, avec qui on fait des contrats et des engagements sur le long terme. Et sur l'aspect sourcing responsable, vous le disiez en introduction, effectivement, on travaille avec EcoVadis, on utilise le portail EcoVadis qui permet une évaluation globale 360 de la responsabilité sociale des entreprises. Donc nous sommes nous-mêmes notés sur EcoVadis et la notation ou une certaine notation EcoVadis devient un critère soit d'entrée, soit de continuité pour la relation que nos fournisseurs peuvent avoir avec nous. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire que ça va toucher effectivement le sourcing des produits ou des composants, ça va toucher aussi nos prestataires logistiques, on leur demande de passer aussi par ce portail parce encore une fois, c'est vraiment un regard 360 qu'on porte sur le côté RSE. Effectivement, ce qu'on retient un petit peu de ces échanges, c'est que cette transition, elle se fait effectivement dans l'entreprise, mais elle doit aussi se faire avec l'ensemble de vos partenaires et de vos prestataires pour qu'elle ait vraiment du sens et qu'elle ait vraiment un impact. Alors, on aurait pu aussi parler des entrepôts, de la gestion de l'énergie. Ça aurait été on aurait eu besoin encore d'un peu plus de temps. Moi, ce que je retiens un petit peu de tout ça et ce que j'avais beaucoup aimé dans nos échanges, c'est qu'effectivement, Sorine, à un moment, vous aviez dit que l'environnement, c'est comme respirer. Il faut qu'on y arrive sans réfléchir. Et là, vraiment, il faut que ça devienne un automatisme. Et là, vraiment, on aura mis en place, en tout cas, cet impact positif et on aura vraiment transformé les entreprises. Le fait aussi d'arrêter de transporter de l'air. Bon, ça, l'air de rien, c'est encore toujours le cas. Et donc, de vraiment repenser le packaging. Et puis, de travailler sur le transport, très important, sur les énergies renouvelables. Et puis, c'est ce qui est intéressant aussi côté Groupe Rocher, c'est le fait que vous soyez devenu une entreprise à mission. Et donc, ça demande une responsabilité et d'avoir effectivement un impact vraiment plus positif sur la société et sur la planète de manière générale. Je vous remercie en tout cas grandement à tous les trois. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, d'approfondir certains sujets. Et puis, je vous souhaite une très bonne année 2021 avec une supply chain et une logistique résiliente, agile et qui répondra à tous les besoins de vos consommateurs respectifs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.